Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Vraie voix du sport spécial ce soir, vous en aurez pour 1 heure. Quel bonheur d'être avec vous pendant 1 heure. On va commencer par parler d'une association dans les vraies voix du sport, l'association Femmes Journalistes de Sport avec Mejdaline Meiri. Ensuite, on fera un tour d'horizon du Tour de France au bout d'une semaine avec nos 2 consultants, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Et on conclura avec le mercato footballistique qui est un peu bizarre cette année. On sera avec Thibaut Vézirian qu'on connaît bien dans les vraies voix du sport. Pour commencer donc, ces vraies voix du sport, je rappelle que sur ces dernières de la saison, on va donner la parole à l'association Femmes Journalistes de Sport, dont une des fondatrices, Mejdaline Meiri, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre association ? Eh bien, c'est une association qui a un peu plus de 2 ans maintenant, qu'on a lancée en février 2021. Avec notamment ma consoeur Laurie Delostal et donc qui est coprésidente de l'association avec moi-même. Et en fait, avec Laurie, on n'avait pas exactement le même parcours, mais on a toutes les deux et avec d'autres de nos collègues, mené les mêmes constats, c'est-à-dire que trop souvent dans les rédactions, on pouvait souffrir de discrimination, de sexisme. Nous, les femmes journalistes de sport, on ne savait pas exactement combien on était, mais on se rendait bien compte que notre très petit nombre, nous pénalisait au quotidien. On n'a pas accès aux postes à responsabilité, on n'a pas accès à des postes comme le commentaire et donc comme on a mené tous ces constats en commun, on s'est dit on va peut-être monter une association. On l'a fait. Tout de suite, il y a eu beaucoup d'adhésions. On l'a présenté notre association le jour même de la sortie du documentaire de Marie Portolano. Et tout de suite, nos consoeurs ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, on a un peu plus de 250 adhérentes. Alors, justement, vous avez signé une charte FJS, UJSF, avec plusieurs médias, dont Sud Radio, mi-juin. Alors, on vous reçoit que maintenant parce qu'on a eu des problèmes de compatibilité d'emploi du temps. Vous êtes d'accord? Que dit cette charte? En fait, cette charte, on a voulu donc la porter pour faire en sorte que les médias s'engagent à faire à ce que ça évolue en fait dans le temps, parce que tout de suite, quand on a créé l'association, les grands chefs, pour aller très vite, nous ont dit nous, on adorait recruter des femmes, mais elles ne postulent pas, elles n'existent pas. Où sont-elles? Et nous, à l'inverse, il y avait tous les membres de l'association qui nous disaient mais moi, je postule partout et personne ne me répond jamais. Et donc, on s'est dit on va écrire un texte où les médias s'engagent en fait à faire en sorte que ça se passe mieux pour les femmes qui sont déjà en rédaction et pour les autres à les engager pour faire en sorte qu'il y ait davantage de mixité en fait tout simplement dans les rédactions sur le court, moyen et long terme. Ce texte on l'a écrit tout de suite. Le JSF, donc l'Union des journalistes de sport en France, nous a dit mais nous on veut le porter avec vous ce combat-là. On a rédigé ce texte-là, on allait voir toutes les rédactions de France et comme vous l'avez dit, Sud Radio l'a signé avec 60 autres rédactions. Et donc voilà, ce texte, il veut faire en sorte que ça se passe mieux pour les femmes dans les rédactions de sport. Pour vous donner un chiffre, en gros, on est 15% dans les rédactions de sport à être des femmes. C'est clairement pas assez et on est à peu près 250 femmes à faire ce métier sur environ 3000 personnes en France qui sont journalistes de sport. Mejdaline Meiri, est-ce que la problématique est la même, que ce soit en presse écrite, que ce soit en radio, que ce soit en télévision, que ce soit en presse internet? Est-ce que les problématiques sont les mêmes partout? Alors j'ai envie de vous dire oui et non. Ça c'est une réponse de Normand comme on dit à Paris, de Gascon comme on dit dans le Sud-Ouest. Je vais détailler, je vais m'expliquer. Alors je vais vous dire oui parce que partout il peut y avoir des comportements désobligeants, voire illégaux dans les rédactions, que ce soit en presse écrite, en radio, etc. Mais il y a des spécificités en fait un petit peu dans chaque domaine, c'est-à-dire que nous on a commandé une étude pour savoir exactement combien on était de femmes dans les rédactions et en fait on s'est rendu compte qu'on était un peu plus nombreuses dans les rédactions en télévision parce qu'il y a un peu plus de femmes qui sont sollicitées notamment pour être des présentatrices, des animatrices qui correspondent d'ailleurs souvent malheureusement à certains stéréotypes. À l'inverse, comme on est très peu sollicité sur la question du commentaire, on est un peu moins nombreuses en radio. Donc on est 17% en télévision, seulement 9% en radio, 12% en presse écrite et au total donc on est 15% de femmes dans la profession. Pour ce qui est des commentateurs, il y a souvent des consultants. Est-ce que la problématique ne vient pas du fait que le sport masculin est beaucoup plus diffusé, notamment à la télévision, que le sport féminin, et que comme consultant, par exemple, pour l'équipe de France de foot, on prend un international, même chose pour le rugby? Est-ce que la problématique n'est pas là aussi, la moindre diffusion du sport féminin à la télé ?
Alors, j'ai envie de vous dire oui, effectivement, parce que... Vous pouvez dire oui ou non en même temps, il n'y a pas de problème. J'allais presque vous répondre ça, mais je me suis dit... Non, non, en fait, ce qui est vrai, c'est que les femmes journalistes de sport ont tendance à être davantage sollicitées pour analyser du sport au féminin. Alors que, en vérité, le sport, c'est le sport. Voyez, moi, je vais prendre mon exemple très concrètement. Je suis spécialiste de handball. Évidemment, le hand se joue pareil, c'est la même dimension du terrain. Alors la balle n'est pas exactement aussi grosse, mais c'est le même sport que ce soit pratiqué par les femmes ou par les hommes. Et puis c'est bien, les Français gagnent tant chez les hommes que chez les femmes, donc c'est parfait. Exactement. Mais voyez, moi, on m'a davantage sollicité pour commenter du handball au féminin plutôt que du handball chez les garçons. Alors même que initialement, je connais autant le monde, voire même plus le hand masculin que le hand féminin. Mais on va avoir tendance à nous enfermer dans des cases. Donc oui, effectivement, c'est lié. En même temps, nous, on veut en sortir de ces cases. Et en fait, il n'y a aucune raison pour que justement les consultantes, on les sollicite davantage sur le sport pratiqué par les femmes que sur le sport pratiqué par les hommes. À ceci près que les anciens internationaux, les anciennes internationales, évidemment qu'on va les solliciter plus parce que ils le connaissent mieux. Mais les consultants, c'est d'anciens sportifs ou d'anciens sportives, alors que des journalistes, finalement, ils sont portés sur l'analyse, que ce soit des hommes ou des femmes qui pratiquent. C'est vrai. Mais par exemple, on voit certains sports où les consultants de femmes sont très bien placés. On a vu Roland-Garros récemment, il y avait pas mal d'ex-tenniswoman dedans. Oui, mais à Roland-Garros, il y avait... Tenniswoman, pardon, faute d'anglais. À Roland-Garros, il y a eu aussi pour la première fois une femme qui a commenté, Inès Ladgueri-Nastasic, qui est membre de l'association et qui a commenté la finale. Alors, je vous laisse deviner laquelle, hein, du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais pour la première fois, une journaliste femme a commenté donc la finale féminine de Roland-Garros sur France Télévisions. C'est en train de bouger. On est en train de discuter avec les chefs dans les rédactions et on sent qu'il y a des messages qui sont en train de passer. Mais il faut encore qu'on ouvre les portes, qu'on parle plus fort pour que ça puisse continuer d'évoluer dans le bon sens. Vous avez rencontré énormément de monde, hein, dont Sud Radio, on le rappelle, lors de la signature de cette charte. Est-ce que vous avez senti que ça frétillait dans les rédactions à se dire tiens, ben on va mettre plus de femmes dans les rédactions sportives? Alors, on a senti chez certains une vraie volonté de travailler avec nous pour accompagner le mouvement, parce que quand les chefs nous disent, quand on propose des postes, quand on ouvre des postes, il y a très peu de CV, en même temps on les croit. On sait que dès les écoles de journalisme, il y a aussi très peu de jeunes filles. Mais nous, on s'est attaché à analyser, à essayer de décrypter ces mécanismes. Et donc, du coup, on intervient dans les écoles de journalisme pour donner envie aux jeunes filles de faire ce métier. Et donc, on espère que sur les années à venir, il y aura davantage de femmes qui postulent. Mais les chefs, ce qu'on leur a dit, c'est utiliser notre réseau. Parce que nous, du coup, avec toutes nos adhérentes, eh bien, dès qu'il y a une offre d'emploi qui est émise par un média, on peut le transmettre et donc automatiquement, ils auront plus de femmes qui vont postuler. Ça, c'est évident. Chez d'autres, on a senti que il y avait une volonté comme ça de dire oui, on a envie qu'il y ait plus de femmes. Ils se donnent pas d'objectifs sur les années à venir, hein. Donc c'est un vœu pieux. Ça peut durer encore longtemps comme ça et dans 10 ans, on peut se retrouver faire le même constat. C'est un vœu pieux, mais vous êtes quand même optimiste. Il faut l'être quand on est active sur une cause. On est bien obligé d'être optimiste, sinon on s'enferme dans le noir et puis on pleure. Donc non, je suis optimiste. Et puis la vérité aussi, c'est que franchement, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'adhérentes tout de suite. Là, ça fait à peine 2 ans et quasiment toutes les femmes de la profession ont adhéré à l'association. Et ça donne une force véritablement au quotidien de se dire mais en fait on n'est plus seul et on va donner envie aux jeunes filles et quand on a envie de demander des conseils à une consoeur plus expérimentée, et ben on a son numéro de téléphone, c'est bien plus simple. Franchement, cette association elle donne énormément de force. Merci beaucoup Mejdaline Miri. Je vous avais proposé qu'on fasse C'est vraies voix du sport avec une journaliste femme, mais premier week-end de départ en vacances, il y a eu des problèmes. Vous êtes d'accord, mais on était prêt à le faire sur Sud Radio dans Les vraies voix du sport pour montrer qu'on était prêt à jouer le jeu. Bien sûr, mais alors n'hésitez pas à nous solliciter à d'autres reprises, on trouvera d'autres personnes disponibles sans aucun problème. Et je tiens à dire que le 8 septembre commence la Coupe du Monde de rugby et qu'il y aura 2 femmes dans le dispositif Sud Radio pour cette Coupe du Monde, dont j'espère qu'on va la gagner enfin, après
temps d'attente, 36 ans depuis 1987, ce sera Marjorie Mayence et Christine Bouillot. Merci à vous, Mejdaline Miri, bravo pour votre association qu'on suivra de près. Tout de suite, on va mettre le braquet, les pédales, parce qu'on va parler du Tour de France en compagnie de nos consultants, Vincent Barthaud, Pascal Chanteur. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix du sport, et on prend le chemin de la grande boucle qui est arrivé à Bordeaux aujourd'hui après une étape qui partait de Mont-de-Marsan, une étape remportée par Jesper Philipsen. Le maillot jaune est toujours porté par le Danois Vingegaard. Nous sommes en compagnie de Vincent Barthaud, consultant Sud Radio, ancien coureur du Tour de France, qui avait porté le maillot jaune pendant 16 jours en 1984. Salut Vincent. Salut à tous. Alors, ça fait une semaine que c'est commencé. Quel bilan au bout d'une semaine pour ce Tour de France, Vincent ? Le bilan, il est simple, c'est qu'on a affaire à deux extraterrestres, Jonas Vingegaard, et parce que alors maintenant il y a une explication sur son appellation, Vingegaard. Oui. Et en fait il vient de le dire cet après-midi, Vingegaard. Donc il y a lui, et puis il y a Tadej Pogačar, l'autre coureur qui a déjà gagné aussi 2 fois le Tour de France. Donc ce sont vraiment les deux extraterrestres. On les a vus tout de suite arriver en début de tour dans le Pays Basque, vraiment au-dessus des autres. Ils l'ont confirmé dans les étapes de Pyrénéennes, et voilà, donc il y a eux deux, et puis après il y a tous ceux qui se battent pour la 3e place sur le podium. Vincent, jusqu'à Paris, ça va être un duel Vingegaard, alors je pense que je l'ai bien prononcé maintenant, oui. Pogačar, il peut pas y avoir un outsider qui sorte du diable Vauvert et qui arrive à faire la surprise? Non, parce qu'on a cru un moment à Hindley, Jay Hindley, le coureur de la Bora, le maillot jaune, qui a porté le maillot jaune, qui a déjà gagné un Giro, qui a aussi fini 2e d'un autre Giro. Il allait le gagner aussi, mais il a perdu le dernier jour. Donc c'est un coureur qui a quand même un tempérament et des qualités physiques sur 3 semaines. On a cru qu'il allait peut-être les titiller un petit peu, mais non. Dans la 2e étape des Pyrénées, il a perdu du temps. Donc vraiment non, il y a les deux qui sont au-dessus du lot, et après vraiment il faut croire en rien du tout en fait. Vincent, quand on prend les 2 étapes pyrénéennes, la première on pense que c'est Pogačar qui a un coup de mou, la seconde quand on voit Pogačar lâcher Vingegaard dans la montée de Cauterets-Camp Basque, on se dit tiens là c'est Vingegaard qui a un coup de mou. Comment analyser ces 2 étapes avec à chaque fois l'un qui prend le dessus sur l'autre et jamais le même? C'est-à-dire que sur la première étape des Pyrénées, on a été un peu surpris de la défaillance entre guillemets de Pogačar, parce qu'il avait quand même montré depuis le début de saison qu'il était en très très bonne condition physique. Bon, certes, il a eu un accident au niveau de sa main, du scaphoïde, donc il l'a retardé un peu dans sa préparation. Mais sur des courses qu'il est allé disputer, il les a gagnées. Et là, on a été un peu surpris qu'il se fasse lâcher par Vingegaard. Donc, on a commencé à se poser des questions, même si à la base, tous nos consultants à Sud Radio, on était logiquement pour Pogačar, parce qu'on pensait que l'an dernier, quand il avait perdu, il était arrivé un peu sur le tour en dilettante, et il a eu affaire à un Vingegaard qui était vraiment très fort. Il a été surpris de sa force, donc il a perdu ce tour. Il a fini 2e, Pogačar. Donc cette année, on s'est dit, il va se préparer autrement. Il sait qu'il a un adversaire qui peut rivaliser avec lui. Et on a été surpris, pour en revenir à cette étape, qu'il se fasse lâcher. Il a quand même perdu pratiquement 50 secondes. Sur les 5 derniers kilomètres, même pas. Voilà, en peu de kilomètres, donc c'était assez énorme. Et ce qui fait qu'on attendait effectivement la 2e étape des Pyrénées pour voir où il en était. Et là, on a eu affaire à une tactique des Jumbo. On a très bien compris la tactique qu'ils voulaient faire, c'était de tuer directement Pogačar. Donc, ils ont fait rouler devant Wout van Aert, ils ont fait rouler l'équipe derrière. Ils ont, dans le Tourmalet, Vingegaard a vraiment attaqué pour le distancer, parce que on s'était dit, et eux aussi, la Jumbo, ils s'étaient dit la veille, il est pas bien, donc on va lui remettre une couche aujourd'hui. Mais non, ça a montré que Pogačar avait une bonne récupération physique, et c'était vraiment un athlète. Il a répondu présent, et c'est lui qui a contré justement Vingegaard sur le final de la 2e étape des Pyrénées. Mais ceci dit, c'est pas Vingegaard qui a coincé. Vingegaard était aussi fort que la veille, mais c'est Pogačar qui a retrouvé tout son tonus. Est-ce que cette année, on a eu, certains commentateurs le disent, et comme vous êtes un ancien grand coureur du Tour de France, est-ce qu'on a eu des Pyrénées light, avec 3000 guillemets, avec seulement 2 étapes et 2 cols hors catégorie, le Soudet et le Tourmalet?
Alors non, on en a jamais eu des lights au niveau des étapes des Pyrénées. Mais oui, quand on grimpe, c'est jamais light. Quand on commande, c'est light. Quand on grimpe, c'est jamais light. Exactement. La seule différence de cette année, c'est qu'on a abordé les Pyrénées en deuxième semaine dans la configuration de tous les autres Tours de France. Que là, cette année, première semaine, on arrivait tout de suite dans les Pyrénées. Alors après les 3 premiers jours difficiles au Pays Basque, parce que ça n'a pas été simple non plus le départ au Pays Basque. Il y a eu beaucoup de fatigue. Il fallait absolument que les favoris du Tour de France, que sont Pogačar et Vingegaard, qu'ils soient vraiment prêts tout de suite. À la différence des autres tours, ils avaient des fois une petite semaine pour s'affûter, pour essayer de performer, pour arriver au pic de forme. Que là, il a fallu qu'ils arrivent vraiment tout de suite, absolument en forme. Et c'est ce qui fait la difficulté de ces étapes pyrénéennes, c'est qu'on les a abordées tout de suite au bout de 3 et 4 jours. C'est ça. Est-ce que ce tour va se jouer dans la montagne et peut-être pas uniquement dans les Alpes? On pense à 2 étapes qui peuvent jouer, l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme hors catégorie et l'étape du Markstein en Alsace. Ouais, le tour se joue, il faut être présent. Quand on veut le gagner, faut être présent tous les jours. Il faut pas avoir de signes de fatigue, il faut pas avoir une défaillance. Alors quand je dis une défaillance, c'est pas perdre 50 secondes, c'est perdre 5, 6, 7 minutes et là c'est fini. 50 secondes, on peut les reprendre. La preuve, Pogačar en a récupéré la moitié puisque maintenant il est à 25 secondes de Vingegaard au classement général. Mais il faut pas avoir de jour sans. Donc ça va jouer sur tous les terrains. Il y a un petit peu moins de contre-la-montre que d'habitude. Mais en étape de montagne, toutes les étapes de montagne sont difficiles et donc ce prochain rendez-vous dont vous avez parlé, Philippe, au Puy-de-Dôme dimanche, qui va être un duel vraiment, une étape vraiment magnifique. Avec arrivée au sommet d'ailleurs. Mais comment expliquer justement, j'avais prévu ça comme question, qu'il n'y ait qu'un seul contre-la-montre individuel? Cette année, on a décidé de changer un peu la configuration du Tour de France. On a décidé de rentrer dans le vif du sujet, de faire une première semaine difficile et puis de réduire un peu les contre-la-montre parce que justement les 2 extraterrestres qu'on a là en face de tous les autres, ils sont tellement supérieurs aussi dans les contre-la-montre qu'on a essayé, je pense, du côté de l'organisateur, de rechercher un petit peu de les mettre un petit peu en difficulté et puis d'essayer de donner un petit peu plus de chance aux autres. Donc ça va être plus un tour pour grimpeurs quand même que pour rouleurs et donc ça assure la suprématie de Vingegaard et Pogačar. Oui, après, il faut aussi être bon en montagne, il faut aussi être bon dans le peu de contre-la-montre qu'on a. Là. D'ailleurs, le seul qu'il va y avoir, il fait pratiquement que 22 km. Oui, mais il est hyper court, c'est pour ça, d'où ma question. J'ai pas compris, en fin de tour, 22 km. Ils auraient fait un contre-la-montre de 50-60 km. On se dit, il y en a qu'un seul, mais il est long. Mais là, un seul, 22 km, c'est quand même très court. Oui, c'est court, mais vous savez, plus c'est court, plus il faut aussi rouler vite, on a moins de temps de gérer l'effort, il faut partir à fond, finir à fond sur 50-60 bornes, on gère un petit peu, là il va falloir, donc ça revient en fait aussi difficile, mais 22 km, je pense qu'ils ont voulu réduire un petit peu pour préserver un petit peu le suspense, mais en ce qui concerne les 2 favoris, mais je pense qu'il n'y en aura pas en fait. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix du sport, Vincent Barthaud reste avec nous, on va parler des performances des Français qui sont quand même plutôt pas mal. On a déjà gagné une étape, c'était le 2e jour. C'est pas passé très loin aujourd'hui comme il y avait 2 Français échappés. Restez bien avec nous sur Sud Radio, les vraies voix du sport, c'est tout de suite. Les vraies voix du sport. Du sport et on fait le point sur le Tour de France avant de parler football. Nous sommes en compagnie de notre consultant Vincent Barthaud. On va parler de la performance des Français. Une question quand même se pose. Une victoire le 2e jour, est-ce qu'on peut dire que c'est de bon augure pour ce tour ? C'est déjà mieux que l'an dernier parce que oui, souvenez-vous, l'an dernier on a attendu la victoire française avec le petit Laporte de la Jumbo dans les derniers jours du Tour de France. Donc là cette année on en a une au bout de 2 jours, donc on va s'en contenter en espérant qu'il y en ait d'autres par la suite. Alors une question quand même, les Français ils se situent où aujourd'hui dans le cyclisme mondial ? On est de la génération, on est dans les années 60, on a connu les époques où les Français raflaient les Tours de France avec à la suite Thévenet, Hinault, Fignon. Bon, avant il y avait eu Aymar, Anquetil et compagnie, Bobet. Aujourd'hui, où en est le cyclisme français dans le cyclisme mondial ?
Bah, c'est différent, Philippe. Aujourd'hui, on peut plus comparer les années 60, 70, 80 avec les années d'aujourd'hui. Le peloton, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de jeunes coureurs qui sont doués. On connaît mieux l'être humain pour l'entraîner, pour le faire progresser. Donc aujourd'hui, vous en avez 15 qui sont au-dessus. Je vais venir pour les Français après. Hein. Vous en avez 15 qui sont au-dessus du lot et les 200 autres, ils se valent et tout le monde s'est roulé très vite. Donc ça devient de plus en plus difficile. Alors certes, on a eu Hinault, on a eu Anquetil, on a eu Fignon, on a dominé le Tour de France pendant des années. Les années 60, 80, c'était fabuleux. Ouais, hein, dans les années 80. Mais je suis pas sûr que si on avait Hinault aujourd'hui ou si on avait Fignon aujourd'hui, qu'ils arriveraient à dominer comme ils ont dominé toutes ces années 80. C'est complètement différent. Les Français d'aujourd'hui, on a des très bons coureurs. On a forcément David Gaudu qui a fini 4e l'an dernier, le coureur de Groupama de la FDJ. On a Bardet qui a déjà fait, il me semble, un podium. On a eu Jean-Claude Perrault qui a fini 2e il y a quelques années aussi, le coureur de l'équipe AG2R. Et c'est vrai que maintenant ça devient un petit peu plus difficile parce que il y a ces phénomènes qui sont vraiment très forts comme Pogačar, comme Vingegaard, comme Hindley qui a déjà gagné des Giro, comme d'autres, comme Evenepoel qui est en Très ce fort. moment très fort, mais on ne sait pas ce que ça donne sur les 3 semaines. Mais les Wout van Aert, les Mathieu Van Der Poel, ouais, pour l'instant on est dominé. Alors on est dominé. Voilà, je sais pas. Il va falloir peut-être attendre une nouvelle génération de jeunes cyclistes qui arrivent derrière, mais pour l'instant c'est dur. Pour l'instant on se permet de suivre. On ne peut que suivre et c'est déjà pas trop mal, mais c'est vrai que aujourd'hui le classement on a Gaudu qui est 7e ou 8e au général et Bardet qui suit un petit peu après en 9e position, mais on est déjà à 5 minutes au classement général. Au bout de 6 jours, ça fait beaucoup quand même. Ah ben on a retrouvé le co-consultant, c'est nos Vingegaard et Pogačar, Pascal Chanteur. Salut Pascal. Bonjour à toutes et tous. Ouais, on n'a plus beaucoup de temps, Pascal. 39 ans sans victoire, c'est quand même très long, non, pour le cyclisme tricolore? Oui, j'entendais ce que disait Vincent et ce qui était tout à fait juste. Ce qui marque en ce moment les supporters, c'est que on n'a pas un vainqueur potentiel de grand tour, mais n'oublions pas quand même qu'on est la 2e nation mondiale en nombre de victoires. Au classement mondial UCI, la France est 2e. Et ça, c'est pas négligeable. On a de très très bons coureurs, mais on n'a pas le champion. On n'a pas comme un grand nombre de journalistes disent les fantastiques. Eh bien, ils sont pas français aujourd'hui, mais la roue tourne toujours à un moment donné. Vous savez, les Belges ont attendu longtemps avant d'avoir Evenepoel. Oui. Eh bien, nous, on est dans cette attente. Oui, ils attendent de leur dernier vainqueur. Je crois que c'est Lucien Van Impe en 76, il me semble. Allez, on va jouer au jeu des pronostics, les amis. Votre podium sur les Champs-Élysées, ce sera qui? Alors, Pogačar et évidemment Vingegaard. Et qui en 3e? Et dans quel ordre pour les 2 premiers? Pascal? Ben écoutez, moi, je vais rester sur ce que j'avais dit au départ. Pogačar vainqueur, Vingegaard 2e. Et puis un 3e, un cocorico, parce que en étant supporter des coureurs français, je vais mettre un David Gaudu, mais ça va être très difficile. Et le Tour de France est encore très long parce que vous voyez bien que chaque jour suffit sa peine. Vincent, le podium? Je vais mettre, comme on a dit au début, Pogačar, Vingegaard et après, j'hésite forcément un petit peu avec Hindley et Rodriguez, le coureur de l'équipe Ineos, mais je vais partir sur Jay Hindley. Alors, pour le jaune, on a déjà, ce sera Pogačar ou Vingegaard. Le maillot vert, il est déjà définitivement gagné par Philipsen. Avec déjà 3 victoires en une semaine, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais laisser Pascal, parce qu'il avait pris un petit peu de retard. Ouais, Pascal. Non. Eh ben, écoutez, Philipsen, bien sûr, il est très bien parti. Brian Cocard marche très très fort. J'ai eu la chance de le voir ce matin. Et il a vraiment des très très bonnes jambes. On va voir demain, parce que demain l'étape, l'arrivée à Limoges, lui convient très très bien. Philipsen, comme vous l'avez dit, super champion, et puis avec un poisson pilote hors norme. Quand vous avez un poisson pilote comme Van Der Poel, rien ne peut vous arriver. C'est clair. Oui, et puis ce qui concerne Philipsen, c'est que c'est pratiquement lui qui grimpe le mieux de tous les sprinteurs. Donc normalement, il devrait s'en sortir. Allez, dernière question rapide. Le maillot à pois, ce sera pour qui, Pascal?
Le maillot à poids, c'est quelque chose. Je pense que ça va être sur les épaules de Pogačar ou Vingegaard. Je dirais les Pogačar. Un des deux. Pareil pour Vincent. Oui, je vais dire maillot à poids, je vais dire Pogačar aussi, oui. Bon bah bravo, on a les commentaires et les pronostics complets sur Sud Radio. Merci à tous les deux. Merci Vincent Barthaud et Pascal Salut. Chanteur, consultant Sud et Radio. toutes. Oui, à très bientôt, à demain sur Sud Radio. Aujourd'hui avait lieu l'étape du cœur, mécénat chirurgie cardiaque, qui a lieu tous les ans sur le Tour de France. L'étape du cœur, ce sont des personnalités qui pédalent sur le parcours des pros sur une quarantaine de kilomètres pour mettre en avant cette association. Et parmi ces personnalités, il y a Paul Belmondo. Bonsoir Paul Belmondo. Bonsoir. Comédien et ancien pilote auto. Alors, présentez-nous l'étape du cœur, mécénat chirurgie cardiaque. Oui, c'est une étape. Cette année, c'était la 20e année, donc la 20e fois qu'on venait sur le Tour de France. C'était une étape où des personnalités viennent pour mettre en avant un mécénat chirurgie cardiaque. Et voilà, donc certains font du vélo, donc je vais pas dire que c'est facile, mais ça va. Et d'autres ne font pas du vélo, donc ils se dépassent pour faire parler de l'association. Et ça permet, notamment là, aujourd'hui, on a récolté des fonds pour sauver 6 enfants. Donc voilà, c'était un bel effort. Alors, le principe, c'est de récolter des fonds pour faire venir des enfants de pays pauvres qui se font opérer de malformations et de problèmes cardiaques en France. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, c'est des enfants qui viennent de pays en voie de développement et qui, dans leur pays, avec cette malformation, ils dépasseront pas l'âge de 16 ans, ils vont mourir. Alors que chez nous, on le sait tous, lorsqu'on est malade, on va à l'hôpital, on est soigné, on a la sécu, donc tout se passe bien. Dans leur pays, c'est pas le cas. Donc voilà, cette association vient en aide pour ces enfants qui viennent chez nous, qui sont soignés. Bien sûr, ça coûte de l'argent et voilà. Donc l'association récolte les fonds pour sauver un enfant à chaque fois. Et sur le tour, il y aura à peu près entre 20 et 25 enfants qui seront sauvés grâce au Tour de France. Alors il faut bien la citer, c'est une femme qui a créé cette association, la première femme chirurgienne cardiaque, Francine Leca, et elle l'a créée en 1996, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Francine est une femme incroyable. C'est elle qui a créé cette association et c'est elle qui a eu, elle a eu avec Claude Michel qui est à l'origine de cette idée de faire pédaler des personnalités sur le Tour et de récolter des fonds. Alors ils ont d'autres actions, mais c'est une femme incroyable et grâce à elle, beaucoup d'enfants ont été sauvés. Alors vous travaillez avec des chirurgiens et avec des familles réparties dans 11 villes françaises et 2 villes suisses. Oui, tout à fait. C'est l'autre point très important. Ce sont ces familles d'accueil, bien sûr, ces chirurgiens qui opèrent les enfants, et puis aussi ces familles d'accueil qui vont accueillir pendant plus d'un mois un enfant. Donc ils l'accueillent malade, ils le suivent bien sûr pendant l'opération, ils le suivent pendant sa convalescence. C'est un vrai engagement à chaque fois pour ces familles d'accueil. Et une fois que l'enfant est guéri, a fait sa convalescence, il retourne dans son pays d'origine et il va pouvoir vivre normalement, aller à l'école, jouer comme tous les enfants. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à Bordeaux. Plus de 200 enfants ont été opérés du cœur à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux en plus de 10 ans. 33 familles d'accueil pour les recevoir, parce que c'est important. Elles étaient avec vous, ces familles d'accueil, aujourd'hui? Ils étaient avec nous hier, on a fait une partie de boule avec eux, on les a rencontrés. C'est moins fatigant que le cyclisme. C'est moins fatigant, mais c'est très convivial aussi, ça permet de discuter. Et certaines familles avaient accueilli plus de 12 enfants depuis qu'ils font ça, c'est incroyable. Et Bordeaux est une ville très importante pour mécénat chirurgie cardiaque, puisque c'est ici qu'il y a le plus d'enfants et de chirurgiens qui interviennent pour les sauver. Et comment aider votre association, cette belle association, l'étape du cœur mécénat chirurgie cardiaque? C'est Claude Michel qui a eu l'idée de faire ça, je crois qu'un jour a été voir Jean-Marie Leblanc et il lui a dit on va faire pédaler des personnalités devant le Tour de France. Alors bien sûr, ils ont été plutôt effrayés parce que c'était quelque chose qui n'existait absolument pas à l'époque. Et puis ils ont fait confiance. Je me rappelle, la première année on est venu, c'était sur une étape du contre-la-montre et voilà, donc il fallait vraiment pédaler le plus vite possible pour pas se faire attraper par la caravane. Mais maintenant ça va, ils ont confiance, ils savent que c'est bien organisé et tout se passe très bien. Eh bien écoutez, vous pouvez donner, c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup Paul Belmondo, comédien, ancien pilote. Avec vous, il y avait Denis Brognard, Philippe Candeloro, Julien Liseroux, Nelson Montfort, Sylvie Tellier, Candice Pascal, Cartman, Sandy Héribert, Donia Cossens, Dorian Louvet, Laurent Mestret et Claude Dartois, bien sûr. Donc du beau monde. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Tout de suite, on va parler mercato de football et il est pour le moins surprenant en compagnie de Thibaut Vézirian. Restez bien avec nous dans les vraies voix du sport. Sud Radio, 19h30, les vraies voix du sport. Dernière ligne droite pour les vraies voix du sport. On est en pleine période de mercato estival, un mercato plutôt calme.
Parce qu'il y a des explications qui viennent en grande partie du Golfe Persique et pas du Qatar. Ce coup-là, nous sommes en compagnie de Thibaut Vézirian, journaliste sportif et patron du site teamfootball.fr. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Alors d'habitude, ce sont les grosses cylindrées européennes qui font hurler les compteurs, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Là, c'est plutôt l'Arabie Saoudite avec l'arrivée de stars comme Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, maintenant Firmino. Alors, quand Cristiano Ronaldo ou Benzema, 38-35 ans, on se dit c'est la fin de carrière, on prend un gros chèque, c'est bon. Mais quand on voit Diogo Jota qui signe à 24 ans et Ruben Neves à 26... ils sont loin de la fin de carrière, on se pose des questions quand même. On pensait se moquer et se dire que ça allait être un championnat de pré-retraités et être tranquille. Et en fait, ils annoncent des salaires multipliés par 10 pour certains joueurs. Je pense à Seko Fofana de Lens qui n'est pas encore parti, mais qui a cette proposition entre les mains. Et donc en effet, les agents, de ce qu'ils me disent, en tout cas, ce qui se traduit de ce début de mercato, ils sont affolés parce que les négociations démarrent tellement haut qu'en fait, le championnat européen, il est réduit. C'est un petit peu la Ligue 1 face à la Première Ligue. Et là, même la Première Ligue ne peut pas suivre face au championnat saoudien, et donc tout le monde réfléchit. Mais est-ce que le marché saoudien, parce que c'est un marché maintenant, le football peut déstabiliser le marché des transferts au niveau mondial? Parce que vous dites aujourd'hui, il propose 10 fois le prix d'un club européen. Beaucoup d'agences disent que la razzia va être faite par l'Arabie Saoudite et qu'ensuite le marché européen va pouvoir se lancer vraiment et partir. Il y a beaucoup de clubs même de Première Ligue qui sont retirés sur des joueurs de milieu de tableau de Ligue 1 ou de bas de tableau de Ligue 1 parce qu'eux aussi avaient des offres d'Arabie Saoudite tellement affolantes qu'ils voulaient même pas rentrer dans la danse. Donc ils attendent. C'est dingue, c'est complètement dingue. Et ça nous crée un mercato certainement en 2 temps. Et donc on le voit, à l'image de Marseille ou d'autres, des directeurs sportifs, des présidents qui attendent un petit peu parce que ça a été trop vite au mois de juin. Alors le mercato français, on va surtout parler du mercato français, il est surtout animé par le PSG. Cette semaine a été soldé le départ de Christophe Galtier, l'arrivée de Luis Enrique qui a donné sa première conférence de presse et qui a dit une chose que personnellement j'adore, le jeu offensif n'est pas négociable. Vaut mieux gagner 5-4 que 1-0. Mais ça, on est entièrement d'accord. Et ça, franchement, c'est un petit peu démagogue, mais on a envie de l'entendre. Le Paris Saint-Germain a tellement, les supporters, je parle des supporters du Paris Saint-Germain qui ont tellement pleuré toute la saison face au pauvre jeu collectif, face aux résultats aussi, qu'entendre ça leur a mis un peu de baume au cœur. Après, ensuite, il va falloir recruter pour recréer un collectif et une équipe. Et vu le bazar qui se maintient, qui reste au club quand même, ça reste le Paris Saint-Germain, c'est dans l'ADN. Oui. On est là face à quand même un été là aussi où de toutes les peurs parce que Mbappé, parce que beaucoup de joueurs aussi qui pourraient ou pas arriver. Donc on est vraiment dans les affres du mercato avec Paris. Alors on va parler du PSG mais des autres clubs français aussi. 2 arrivées dans le secteur défensif qui sont soldés. Lucas Hernandez, champion du monde 2018, vice-champion du monde, même si c'est blessé très tôt 2022. Milan Skriniar, le Slovaque, qui arrive de l'Inter. Est-ce que c'était le secteur défensif le principal problème du Paris Saint-Germain? Quand on perd Sergio Ramos, légende du football, mais qui a été le meilleur défenseur du PSG la saison dernière, finalement, il fallait absolument le remplacer. Alors Skriniar, c'est top, capitaine de l'Inter Milan, sauf qu'il n'a plus joué depuis 6 mois, opéré du dos. Lucas Hernandez, c'est top, à la base. Sauf qu'il s'est fait les croisés au mois de novembre. Exactement, et qu'il n'a plus joué depuis. Il a pris l'entraînement collectif quand même en fin de saison, heureusement. Mais donc il y a de gros doutes. La seule trace qu'a laissé Lucas Hernandez de son arrivée à Paris cette semaine, c'est une soirée publiée en story Instagram avec Marco Verratti. Et ça a fait peur aux supporters parisiens parce que Verratti en soirée, on sait que c'est un habitué. Peut-être pas autant que Neymar, mais bon, je plaisante. Un milieu de terrain a signé cet après-midi l'international uruguayen Manuel Ugarte qui arrive du Sporting Portugal. Bonne acquisition ou pas? Cher mais intelligent. Cher, très cher même, beaucoup d'agents le disent, 60 millions d'euros, c'était sa clause libératoire. Il arrive du Portugal, c'est tout à fait le réseau de Campos et Jorge Mendes qui travaillent ensemble au recrutement du Paris Saint-Germain. Ok, mais si on passe au-dessus de ça, puisque Paris n'a pas de problème financier, donc c'est pas le problème on va dire, eh bien il y a un vrai joueur rugueux, batailleur, qui court, qui arrive au Paris Saint-Germain. Uruguayen, qui a commencé sa carrière en Uruguay à 15 ans et 9 mois, chez les pros, qui bataille, qui fait des efforts, et c'est quand même un Paris Saint-Germain depuis 1, 2, 3 ans qui ne fait plus d'efforts, qui ne court plus, donc pourquoi pas? Alors la question qui se pose, c'est Mbappé restera pas? Là, c'est une question à 200 millions. C'est une question terrible parce qu'on sent d'un côté la volonté de Kylian Mbappé, ça y est, d'en finir avec ce cycle et de partir au Real Madrid, son rêve depuis tout petit. Et de l'autre, il ne veut absolument pas froisser les supporters, il ne veut ne pas écorner son image. C'est très difficile comme jeu d'équilibriste parce qu'en face, Nasser El Khelaifi, cette semaine en conf de presse, a osé dire qu'il avait
qu'il n'allait jamais partir librement du Paris Saint-Germain et qu'il l'avait dit. Apparemment, sa maman l'aurait traité en privé de menteur. Donc il y a, ça y est, une guerre de communication entre la direction parisienne et Kylian Mbappé. Ça, c'est pas bon. Et Neymar s'en est où? Parce qu'on l'a annoncé partant, mais il faut trouver acquéreur là. Un gros moment de solitude pour Neymar, puisque là, il a été accusé donc d'entrave à l'écologie au Brésil. 3 millions d'amendes. Bon, là, on le laisse revenir tranquillement après sa blessure, puisqu'il ne sera même pas là à la reprise de l'entraînement la semaine prochaine au Paris Saint-Germain. Il reviendra apparemment en même temps que les internationaux. Donc Neymar, vraiment, on veut pas le froisser. Ça reste la même politique envers Neymar. Il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'ils vont essayer de l'évacuer, de le vendre. Mais qui pourrait se payer un Neymar aussi cher aujourd'hui? Le rachat de l'OM, on en est où? Le bazar au niveau du rachat de l'OM, puisque Roland Courbis en a parlé sur RMC début juin. Des influenceurs comme Bengus, Mohamed Eni aussi en ont parlé. En effet, ça se trame en coulisses, ça en parle. Il y a un gros bazar aussi à l'OM au niveau du coach, puisqu'il est arrivé, mais sans faire parler de lui au mois de juin. Pablo Longoria n'a pas communiqué. On parlait de Gallardo, puis finalement c'est Marcelino, un très très proche de Longoria. Donc aujourd'hui, le sujet vente OM, c'est un tabou. Il ne faut pas en parler, il faut attendre. Et Franck McCourt reste aux abonnés absents. On l'a plus entendu parler de l'OM depuis des mois et des mois. Silenzio stampa, comme disent les Italiens. Bon signe. Deux arrivées, tiens, c'est un peu comme le PSG, on change d'entraîneur. Marcelino qui arrive, bonne recrue. Bonne recrue parce que j'ai pu parler à ces anciens joueurs français, notamment Jérémy Perbet, et eux, ils le disent, c'est un formidable manager, ça va les changer de Tudor, et un mec exigeant, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il demande de la rigueur aux joueurs, et s'ils le font, il les cajole, il les soigne, et ils travaillent ensemble dans un but commun. Et ça peut changer les choses par rapport à la main de fer qu'avait Igor Tudor la saison dernière face à son effectif. Première recrue, c'est Kondogbia. Bonne recrue ou pas? Il connaît bien le championnat espagnol, il connaît bien son entraîneur, ils ont été ensemble à Valence, je crois. Exactement, il arrive en terrain conquis là-dessus. Il est en Ligue 1, il connaît, il a été brillant avec Monaco aussi, lui qui avait joué à Lens. Kondogbia, c'est génial. Kondogbia, ça interroge juste parce que certains médias espagnols nous ont laissé penser qu'il allait être payé entre 500 000 et 600 000 euros par mois. Ce qui en fait aujourd'hui le joueur le mieux payé de l'effectif. Pour un joueur qui ne met ni but ni passe décisive, oui, c'est surprenant. Ça veut dire qu'on va s'attendre à des arrivées encore au-dessus dans la foulée. Forcément une star pour remplacer Sanchez qui n'a pas prolongé. Forcément d'autres joueurs parce qu'il y a des gros trous dans l'effectif aujourd'hui. Marcelino veut jouer avec 4 joueurs défensifs derrière. Il n'y a pas de latéraux à l'OM, ni à droite ni à gauche aujourd'hui. Donc forcément on attend au moins des arrivées devant et derrière. Le 3e club français en Ligue des Champions, même si c'est le 2e vu le classement, c'est le RC Lens. Pas trop de transferts pour le moment, mais est-ce qu'il va être pillé ou est-ce qu'il va se renforcer? 4-5 joueurs quand même du côté du RC Lens, mais piochés au Paris FC ou ailleurs. Ce sont des paris. Et quand on se dit quand on se dit qu'Openda pourrait partir pour 50 millions d'euros à Leipzig, que Fofana pourrait partir aussi pour cher en Arabie Saoudite, on se dit qu'ils doivent avoir, eux, ils sont tellement intelligents au niveau de la cellule de la direction sportive, des pistes derrière pour activer des très bons attaquants ou milieu de terrain. Parce qu'en effet, ça paraît encore qualitativement léger pour jouer sur les deux tableaux. Qu'est-ce qu'il y a de chaud en ce moment dans les transferts à venir en Ligue 1? Là, on aimerait bien que le PSG s'attaque à un attaquant de surface, justement. On parlait de Harry Kane il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a d'autres clubs qui sont sur le coup. Il y a, comme d'habitude, les grands clubs, mais on attend à ce que des stars arrivent quand même en Ligue 1. La Ligue 1 qui a été molle au niveau du recrutement. On attend de voir ce que Patrick Vieira fera venir aussi à Strasbourg, nouveau coach de Strasbourg. On attend de voir vraiment que ça se lance vraiment. Parce qu'en effet, on parlait des Saoudiens qui avaient martyrisé le mercato européen. Et là, en termes de mercato, si on veut sortir des noms, on peine à voir qui pourrait bouger en termes de stars, parce que tout est un peu bloqué, en effet. Mais comment ça va se débloquer quand les Saoudiens vont dire, bon, maintenant on a fait nos commissions, on a vidé les rayons, débrouillez-vous avec ce qui reste, ce qui va quand même pas mal déstabiliser les choses. Comment est-ce que ça peut se faire? Oui, chef, parce qu'en effet, au 30 juin, d'habitude, c'est ça, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat qui signent dans des clubs. Et là, on a un Alexis Sanchez sans club. On a même un Wilfried Zaha qui jouait en Angleterre, assez bon comme attaquant. Pareil, sans club, parce qu'il a reçu des offres faramineuses d'Arabie Saoudite, mais il hésite. Ils sont assez jeunes encore, il hésite. Donc on a vraiment ce statu quo chez beaucoup de joueurs, mais on a aussi des bruits quand même. On a toujours les agents qui tirent des ficelles, et on se dit que ça pourrait bouger. Certains parlent même d'un intérêt d'Mbappé pour aller à Arsenal s'il devait aller en Angleterre. Ça a été sorti aujourd'hui. Il y a des surprises dans le mercato qui sortent tout le temps. Peut-être le gardien de l'Inter Milan, Onana à Manchester United, et Hugo Lloris
Lloris qui est pressenti du coup à l'Inter Milan. Ça pourrait être des changements assez intéressants sur la planète Mercato. Il y aurait 2 gardiens français à Milan, ce serait bien entre l'Inter et Milan. Exactement. Voilà, ils pourraient se faire des bonnes bouffes. Mais il faut pas trop abuser quand on est sportif professionnel parce que là, bon, les gardiens, ça court pas. C'est plus compliqué. Bon, allez, ça va se débloquer quand? Donc, dans 15 jours, 3 semaines? À partir du 15 juillet, 20 juillet, il y a beaucoup de clubs qui vont être dans l'obligation de recruter parce que le championnat français reprend vers le 10-12 août. Et Marseille reprend le tour préliminaire de Ligue des Champions dès le 8-9 août. D'accord. Donc là, il va falloir être dans un mois pile déjà chaud. Et il va falloir recruter. Merci beaucoup Thibaut Vézirian, journaliste sportif, patron du site teamfootball.fr, un excellent site que vous pouvez visiter, vous les fans de football. Merci encore à vous pour cette dernière des vraies voix du sport. Alors lundi, vous aurez Judith Belair et Frédéric Brindel pour les vraies voix à la place de Cécile de Ménibus et de votre serviteur. Et moi, je reste une semaine de plus à la place d'André Berkoff à partir de lundi de 12h30 à 14h. Ça a été un plaisir de faire cette saison de vraies voix et de vraies voix du sport avec vous. On se retrouvera à la fin août pour ce créneau. Tout de suite, on va parler de votre argent. Stéphane Moller, conseil de famille. Et ensuite, le Love Music, Anne Silla.